peu, parce que je pense que la plupart des personnes ne me connaissent pas. Voilà, je suis sociologue de formation, je ne suis pas ufologue. Je vais parler un petit peu du phénomène OVNI, mais je vais l'intégrer dans quelque chose d'autre. Au départ, j'ai une formation de socio-anthropologie. J'ai commencé à Toulouse, à l'université de Toulouse jusqu'à la maîtrise. J'ai une formation relativement positiviste, à ce moment-là, rationaliste, dans laquelle on n'intègre absolument pas tout ce qui est de l'ordre de la métaphysique. Et ça a de bons côtés, finalement, parce que ça permet d'avoir une approche rationnelle des terrains qui sont un petit peu hors des clous. Hein. Donc ça c'est une période que je ne regrette pas. Mais en même temps, on se rend compte que si on a une approche uniquement positiviste et qui rejette tout ce qui est métaphysique et intuitif, il y a un manque. Donc c'est la raison pour laquelle je suis partie de Toulouse et je me suis retrouvée pas très loin d'ici, là, à la Sorbonne. Et j'ai proposé, j'avais fait une thèse sur l'astrologie. Pas en me positionnant en tant que personne qui fait de la prédiction, bien évidemment, mais en prenant tous les archétypes qu'il y a à l'intérieur de l'astrologie et en voyant comment on peut les appliquer à la logique sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose uniquement de psychologique qui est lié à l'individu, il n'y a pas que des archétypes psychologiques, il y a aussi des archétypes qui fonctionnent dans la société globale. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Et dans les deux cas, que ce soit à Toulouse ou à Paris, j'ai trouvé des limites, en fait. À Paris, à Toulouse, clairement des limites parce que j'étais dans une sociologie rationnelle, rationaliste. Et quand j'ai proposé le sujet de l'astrologie, on me l'a quasiment interdit. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à Paris. Et à Paris, je me suis dit, ben, c'est bien, on fait plus libre. Et effectivement, c'est un petit peu plus libre, sauf qu'on retombe également dans des oppositions entre rationnel et imaginaire. Voilà. Donc, ça m'a... À la fois, j'ai adoré le parcours intellectuel de Toulouse et de Paris, et à la fois, ça m'a fait prendre du recul. Et après cette période-là, j'ai carrément arrêté d'intellectualiser, j'ai arrêté de lire. Je suis partie sur, on va appeler ça un chemin initiatique, si vous voulez, où je me suis rapprochée du milieu ésotérique au sens le plus large du terme, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a de tout. Mais j'ai arrêté de lire réellement. Voilà, j'ai suivi beaucoup de choses en termes de radionique, de voyance, de régression dans les vies antérieures, tout un tas de choses, voilà, comme ça. Hein. Je me suis aperçu qu'il y avait un racisme en fait entre, vous avez les intellectuels d'un côté qui disent ouais mais ça c'est pas objectif, tout ce qui est du domaine du non rationnel, je dis pas irrationnel mais non rationnel. Et puis vous avez souvent aussi du côté des gens qui sont dans des salons de voyance ou des choses comme ça, qui représentent tout le domaine du paranormal, dont l'ufologie aussi des fois. Vous avez des gens qui dénigrent les intellectuels. Et moi ça ne me plaisait pas. Je me sentais au milieu. Vous voyez. Donc à partir de là, j'ai travaillé divers sujets, comme dont on va parler ce soir. Je me suis aperçu qu'il y avait des présences, que chaque... Ça va, on entend bien ? C'est bon, on est prêt. Oui, d'accord. Ce soir, je vais vous parler du domaine des orbes. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un connaît un petit peu le domaine des orbes. Vous en avez entendu parler des orbes ? Pardon ? Voilà. Je vais également aborder la transcommunication instrumentale. Je vais aborder l'ufologie. Je vais aborder la communication animale intuitive. Et dans ces quatre cas-là, vous avez ce qu'on appelle, on va appeler ça des présences, ce que moi, d'une façon générale et générique, j'appelle les autres. Voilà. Et vous verrez que des fois, il y a des liens, et que même en communication animale, on va retrouver des choses qui ressemblent à des extraterrestres. En tout cas, dans les témoignages. Hein. Voilà. Que vous dire sur moi, je crois que sur moi. Ah oui, bah pourquoi les autres ? Les autres, je les appelle les autres parce que je ne sais pas, parfois je n'arrive pas à les dissocier. Les autres sont toutes les présences qui ne sont pas faites forcément de chair, de sang. Hein.
Pourquoi les orbes? Parce que je me suis inspirée du film, sorti en 2001, avec Nicole Kidman. Je sais pas, est-ce que quelqu'un l'a vu? Vous l'avez vu? Excellent. Voilà, c'est un excellent film, il n'y a pas de, c'est pas sophistiqué, il n'y a pas d'effets spéciaux autant que ça, mais il y a une ambiance. Et c'est un film dans lequel il y a des présences qui se côtoient sans le savoir. Et donc il y a des expériences qui sont partagées et elles se côtoient sans le savoir, et donc à cause de cette ignorance, il y a des frayeurs. J'ai trouvé que c'était un petit peu ce qui se passait. Nous sommes là. Dans les orbes, certaines personnes voient des présences. Moi, je vais vous exposer, vous aurez des photos, vous aurez des exemples. Moi, à titre personnel, j'ai passé 1 an et demi à travailler sur les orbes, 1 an et demi à travailler sur la transcommunication instrumentale, 1 an et demi à travailler sur la communication à niveau intuitif. À chaque fois, il y a des orbes, à chaque fois, il y a des présences. Donc, après, ce que je vous dis, c'est que mon expérience. C'est pas la vérité, c'est juste mon expérience. Hein, voilà. Alors pourquoi Odyssée sociétale? Oui. Bon, ben, ça parce que Odyssée, 2001 Odyssée de l'espace, on est un petit peu dans la même situation civilisationnelle à mon avis. Et sociétale parce que dans sociétal, il y a l'idée de société et d'environnement. C'est pour ça que je n'ai pas mis le mot social. Parce que dans social, il y a une intention économique, et ce n'était pas du tout l'objectif. Hein. Donc on est dans une Odyssée sociétale. On va commencer par les orbes. Alors, en ce qui concerne les orbes, d'une façon générale, il y a deux approches. Il y a des gens qui disent bah, c'est une erreur de la photo. C'est une anomalie numérique. Ça, c'est l'approche physique. C'est très très répandu. Et puis, moi, je pense que vous allez voir que les deux approches ne s'opposent absolument pas. Et puis, vous avez une approche plus métaphysique. Alors là, les gens disent ah ben non, on retombe dans les dualités intellectuelles, ésotériques, exotériques, etc. Non, c'est un phénomène surnaturel. Alors, certains vont vous dire que c'est des défunts, c'est des élémentaux, ce sont des fées, je ne sais pas. Voilà, ce sont... Et ces gens-là s'opposent en général, d'une façon générale. Ça va, je pousse pas trop mon micro, des fois je fais pas trop de mouvement, ça va? Non, tout va bien, on t'entend bien. Bon. La première fois que j'ai entendu parler des orbes, c'était par Klaus Heinemann. Il a un doctorat en physique expérimentale. Hein, et il a fait vraiment une approche que je trouve intéressante, qui est sérieuse. En tout cas, c'est la seule qui a été faite, à mon sens, de façon aussi poussée. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Les orbes, hein, donc les orbes, ce sont des sphères luminescentes qui apparaissent quand vous prenez une photo. Ce n'est pas forcément des sphères, ça peut être des formes aussi, hein, diverses et variées. Alors, pour lui, l'orbe, c'est la preuve de l'existence d'un monde subtil. Il nous dit également que c'est un monde inconnu de la science, ça c'est clair. On n'avait pas encore au stade d'avoir vraiment développé des moyens dans ce sens. Il nous dit que les orbes évoluent jusqu'à 500 km/h ou plus. Moi, je l'ai noté, parce que j'ai passé 1 an et demi à flasher la nuit avec un appareil photo, j'ai noté effectivement qu'il y a de la vitesse. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'est 500, 100, 50, je ne sais pas. Là, je ne suis pas physicienne, je n'ai pas les moyens techniques d'évaluer la vitesse de l'orbe. Par contre, évolution et mouvement, oui. Il choisit sous nom d'apparaître à l'appareil du photographe. Exact. Moi, quand je prenais, je me levais donc toutes les nuits, quand il n'y avait pas de vent, pas de poussière, etc. Il y a toujours quand même un minimum de conditions climatiques. Et quand j'ai dit à des amis ou à l'endroit où j'habite, ben, j'ai photographié des orbes, ben, les personnes ont voulu faire pareil, puis ils n'en avaient pas. Moi je dis insiste, je sais pas. Puis j'ai passé mon appareil photo et effectivement c'est pas. On dirait, je dis bien on dirait avec réserve, hein, je dis bien avec sous réserve, on dirait qu'il y a comme une volonté d'apparaître ou pas. Soit qui est extérieure, une volonté extérieure, soit qui est liée à la conscience de l'observateur. Les deux sont envisageables. Leur taille va de quelques centimètres à plusieurs mètres de diamètre. Alors, centimètres ou plusieurs mètres de diamètre, encore une fois, moi je ne peux pas dire exactement parce que je n'ai pas l'outil de mesure. Par contre, des différences de taille, c'est certain. Ça, c'est certain. J'ai constaté la même chose.
Donc ils font preuve d'intelligence dans leur déplacement, leur interaction avec l'humain. Et ça, effectivement, tout à l'heure, il y aura une petite vidéo où il y a des comportements de l'orbe assez étranges. Notamment quand j'ai mis une caméra, parce que je me suis servi de l'appareil photo et de la caméra. On voit l'orbe qui arrive vers la caméra, qui reste 1 ou 2 secondes et qui esquive la caméra. J'ai eu des esquives de la caméra à plusieurs reprises. Alors donc concrètement, je vous disais, j'ai fait 1 an et demi de flashage sur terrain avec un appareil bridge, c'est-à-dire entre le compact et le réflexe. Et peut-être qu'il y a un photographe qui pourra nous éclairer un petit peu sur ça. Et alors pas du tout en tant que professionnel, j'avais un 16 ou 10 mégapixels, et même un compact de 5 mégapixels. C'est pour dire que tout le monde peut prendre des orbes en photo. Et j'ai travaillé également avec une caméra à détection infrarouge de base, quelque chose qu'on peut trouver dans un commerce. Voilà. On m'a souvent demandé est-ce qu'il y a des contextes favorables ou défavorables pour l'apparition des orbes. C'est extrêmement difficile de répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a semblé que les étendues toutes planes n'étaient pas favorables. Par exemple, vous êtes sur la plage au bord de la mer, c'est pas forcément là que vous allez avoir le plus d'orbes. Après, lune, pleine lune, tout ça, j'ai essayé de voir, j'ai pas trouvé quelque chose de significatif. Alors évidemment, attention, et là, les gens qui ont une approche physique ont tout à fait raison, c'est-à-dire que si vous, la nuit, vous prenez un tapis, vous le secouez et vous prenez des photos, vous allez voir des sphères. Donc c'est vrai, c'est évident qu'ils ont raison, qu'avec de la farine et vous faites ça, vous allez voir des orbes partout. Et c'est pas parce que, effectivement, ce phénomène est physique que le reste est exclu. Parce qu'il y a des moments où on voit des visages et peut-être, ça va être très difficile avec le vidéoprojecteur, mais parce qu'en fait c'est sur l'ordinateur qu'il faudrait le regarder, c'est très difficile à percevoir, parce que c'est élargi, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Là c'est la A1. Oui, on peut passer à la A2. Alors voilà un exemple. On peut baisser la lumière un tout petit peu peut-être pour voir mieux. Baisser la lumière. Ouais, les 3 protos là. Ah non, ça il a. Non, pas cette lumière. Non, parce que là, les 3 projets, c'est la cabine qui me les a. Ah, attends. Ça, en fait, c'est les 3 projecteurs qui donnent sur l'écran. Voilà, donc vous avez des exemples pour vous montrer que. Aussi, parce qu'on me dit oui, mais des fois ça peut être la Lune. Bah, écoutez, franchement, là et la Lune, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on voit la différence. Quand vous avez des éclairages de ville, on voit la différence aussi. Après, le fait que ce soit une forme hexagonale ou pas, c'est pas important. C'est une question de diaphragme de l'appareil, c'est pas très important. C'est pas les bons. Excuse-moi. Des fois, il y a du collectif. Et des fois, tout d'un coup, l'orbe apparaît de façon isolée. Et là, ça a été pris avec des appareils photo tout à fait différents. On peut passer à la A3. Voilà, alors je parlais des formes différentes tout à l'heure. Voilà. Le mouvement, vous le voyez parce qu'il y a une traîne derrière. Il y a des couleurs tout à fait différentes, des formes différentes. Et ce qui est intéressant, juste pour l'anecdote, c'est que celui-là, par exemple, qui a une forme de croix, je l'ai eu, juste en dessous, il y avait quelqu'un qui était en train de décéder dans une maison. Alors vous allez me dire, oui, c'est le hasard. Peut-être. C'est possible que ce soit le hasard. Ça est possible aussi, parce que c'est la seule fois où j'ai eu ce genre de phénomène en forme de... Et ce ne sont pas des insectes non plus, pour ceux qui penseraient éventuellement ça, parce qu'on voit vraiment les insectes sur les photos. Vous voyez les ailes, ou quand ce sont des oiseaux qui passent, ça ne fait pas des choses comme ça. Moi, des insectes, j'en ai eu plusieurs fois, et c'est pas du tout la même chose. Alors, je ne dis pas que donc, soyons bien d'accord, sur chaque homme, il n'y a pas forcément un visage. Je dis simplement que de temps en temps, émergent des visages. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà, là c'est un exemple de collectif. Alors si vous voulez, vous êtes là, vous prenez la photo, vous posez par exemple l'appareil sur un support, et puis vous prenez plusieurs photos, et après il n'y a plus rien, il y en a un. Alors il y a des gens qui ont dit que c'était lié à l'humidité dans l'appareil, et
sauf que si elle est liée pour toutes les photos, elle n'est pas pour une seule photo. On peut passer à la suivante. C'est encore un collectif, encore plus. Vous voyez les couleurs aussi. Mais il faut quand même dire que souvent, les nouveaux appareils sont hypersensibles. Oui. Donc sur une photo, il peut capter des boules comme ça, et sur une autre, non. C'est une histoire que j'ai avec ma mère dans un endroit où elle va et dans d'autres endroits. Et il n'y a aucune séquence logique au-delà de que son appareil est probablement trop sensible. Donc ce qu'elle parfois capte et parfois non. Non. Moi, je ne les vois pas en tout cas. Peut-être quelqu'un qui a... Oui, je parle des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et après ça apparaît. Et apparemment, c'est quand même une ultra-sensibilité de certains appareils nouveaux, les appareils numériques que nous avons actuellement pour les photos. C'est justement formidable que vous parliez de ça, parce que c'est ce qu'on aborde maintenant. Parce que j'ai demandé le point de vue à Rodolphe Marion, qui est chercheur au commissariat à l'énergie atomique au CEA. C'est un spécialiste de l'image numérique. Donc en m'adressant à lui, je savais que j'allais pas vers l'ésotérisme facile. Donc je lui ai demandé son point de vue. Et alors bon, il y a contre la thèse des présences et des choses qu'il ne peut pas expliquer par ailleurs. Alors ce qui n'irait pas dans le sens des présences, il me fait 3 objections majeures. On peut passer à la suivante. Voilà. Ah, là c'était un exemple. Est-ce que vous voyez les visages un petit peu ou pas? Ah oui, la troisième. Bon là par exemple, c'est pour ça que les lumières, le contexte dans lequel on voit est quand même... là il y a un visage. Là, ce sont des orbes, hein, on est d'accord. Voilà. Là, avec lui, le projecteur, on ne voit pas grand-chose. Si, plus loin, on voit. Là-haut, là. Celui-là, là, vous voyez le profil, là? Ah oui, les profils. Hein? Ah oui. Là-haut, Hop, là. je passe. En haut à droite, c'est bien. À droite, on est en haut. Là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez, là? Oui. Oui, parce qu'à force, je ne me rends plus compte, parce qu'il y a des gens qui ne voient jamais rien, et je ne sais plus qui voit quoi. Donc là, par exemple, ça a été pris sur c'était dans ma chambre. C'était dans ma chambre, j'ai vu une espèce de petit truc comme ça, il n'y avait personne ne bougeait. J'étais en train de tester un appareil, tout simplement. Et il y a une traîne, puis je prends, en général, ma technique, c'est je prends le médaillon, je découpe un petit médaillon, je le passe dans un logiciel photo qui me permet de mettre du contraste, de l'inversion, du noir et blanc, enfin des choses de base. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait travailler avec un logiciel trop perfectionné en matière d'image. Et là, j'ai envoyé de la lumière sur la gauche et j'ai vu ça. Et après, je l'ai juste mis en noir et blanc en accentuant le contraste. Là, c'est pareil. Pour moi, celui-là est très... Pour moi, hein, ben, je vois vraiment le profil. Ça, c'est l'orbe en déplacement. J'ai focalisé mon observation sur la partie droite et on voit un visage. Là également, celui-là pour moi est très net aussi. Je repasse de l'autre côté. Je ne sais pas si celui-là vous le voyez là, le visage ou pas. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas? Non, non, ça va. Ça va? Vous voyez aucun? Vous n'en voyez aucun? C'est sûr? Peut-être approchez-vous un peu, tout le monde. Alors ça aussi, c'est incroyable parce que dans tous les tests que j'ai faits, là vous ne voyez pas non plus. Pour moi, il n'y a pas de visage. Ici, Il y a des... il y a... Dans la lune aussi, on voit un visage. Là-haut, oui. Là-haut. Non mais c'est pas la lune, hein, là. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ça, c'est récurrent. Alors, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être pas que de la poussière. Voilà. Parce que, après, il y a tout un tas de phénomènes qui peuvent expliquer ça. Mais psychologique. Mais ça ne tient pas la route avec la quantité de visages que j'ai pu avoir. Alors, contre la thèse des présences, ce que me dit... On peut passer à la prochaine, merci. Ah oui, encore un exemple, j'avais oublié qu'il y avait ces exemples-là aussi. Voilà, ça c'était pris avec la vidéo. Ce sont des arrêts d'image de la caméra infrarouge. Donc, est-ce que vous voyez ou pas à peu près les visages? Là, il y a par exemple, vous avez un profil. Là, c'était juste un contraste.
Là, l'orbe est ici. J'ai envoyé la lumière dessus. Et là, est-ce que vous voyez ou pas des visages? Oui, oui, oui. Le nez, des cheveux. Oui. Jackie aussi. Après, il y a toujours des personnes j'ai remarqué qu'il y a une inégalité dans le regard, quoi. C'est-à-dire que des gens vont les voir systématiquement et des gens ont plus de difficultés. Premièrement. Deuxièmement, plus on les voit, plus on travaille là-dessus, plus on a tendance à les repérer très vite. Donc j'ai demandé à Rodolphe Marion, qui est spécialiste au CEA du numérique, on peut passer à l'image suivante. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors, il y a peut-être, on peut passer... Il y a un fichier qui s'appelle vidéo. Il y a deux fichiers. Il y a un fichier qui s'appelle diaporama, Alors, PowerPoint, deux présentation. vidéos. Deux vidéos. Ah, c'est là-haut. Voilà. Eh bien, on peut passer, je ne sais pas quel est le format, je les ai mis dans plusieurs formats pour le cas où. Mais Windomedia. Windows Media, FLV, MPV. Non, ça veut dire non. Mais il faut essayer l'autre. Oui. Voilà, Ah, c'est bon. c'est- C'est bon. Il est en train de charger là. Alors, voilà, Voilà. voilà. Là, il surgit. On le revoit une fois. Oui, oui. Oui, il faut... Mais il y en a d'autres après. Hein. Ça arrive très vite de là. Et il n'y en a pas d'autres. Hein. Je tiens à vous préciser qu'il n'y en a pas d'autres. Quoi. Avant, après, c'est pas... Il y en a d'autres, hein, vous allez voir. Il va rebondir. Je les ai mis les uns à côté des autres, les extraits. La caméra, elle est placée là. C'est une caméra infrarouge qui détecte toute seule. Là. Et je vous assure que quand c'est un insecte, vous le voyez. Ça fait ça. Ça, c'est mon préféré, celui-là. Il arrive en face. Voilà, il arrive, il va se taper, il va piquer. Voilà, c'est pour vous montrer des exemples. Ça va être rapide, il fait ça, il remonte. Bien sûr, il n'y a pas de vent au moment où je fais ça. Il s'amuse. Hop, et il repart en haut. Donc, ce sont des choses comme ça que je prends en médaillon. Arrêt sur l'image, je prends en médaillon et j'envoie les contrastes, la lumière et les dessous. Il y avait une autre, il n'y avait pas deux vidéos. Il y avait deux vidéos. La deuxième, voilà. C'est lequel là? A8? Ben, avec le même format que tu as ouvert tout à l'heure. Voilà. Alors là, vous allez bien vous concentrer sur la fenêtre allumée à droite. Évidemment, il n'y a pas de vent, de nouveau, etc. Je répète, mais c'est important. Donc la caméra est branchée par là, vous allez par là, regardez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, je ne sais pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Puis tout d'un coup, ça pulse, comme si ça pulsait. Je ne dis pas que ça pulse du mur, je ne sais pas où ça le traverse, ou je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer, moi, du point de vue physique. Mais il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Quoi. Donc on revient à l'interprétation de Rodolphe Marion, et ça va rejoindre ce que tu disais. C'est-à-dire que lui me dit, comme les ordres sont captés par des appareils numériques, il est possible, et non argentique, il me dit que ce seraient des anomalies relevant de la technique. Cela étant dit, moi j'ai pas travaillé avec des appareils argentiques, mais il paraît que des personnes en ont.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris un orbe avec un appareil argentique ou pas, ici dans la salle? Non. Et je sais que ça existe. Hein. Donc ça, pour moi, c'est pas tout à la fois ce que dit Rodolphe Marion est réel, et à la fois ça peut être relativisé. Et ce qu'il me dit, on peut passer à la... C'est quel A5. A5. Ouais, c'était juste après la vidéo. Il n'y a pas de A5. Non, il faut revenir au On PowerPoint. va revenir à la page avant. En PowerPoint. Ouais. Le PowerPoint. deuxième, le premier. Pas celle-là? C'est pas ça? Ça, on a déjà Oui, vu. oui, Hein. mais il faut aller jusqu'à A5. Ah, ça. Voilà, ça s'arrête là. Ah, il faut aller sur le deuxième il faut encore, PowerPoint. voilà, il faut continuer. Présentation PowerPoint. Est-ce que c'est ça? Non, c'est le diaporama. Enfin, on peut le faire avec ça aussi, mais c'est... S'il nous montre, il y a un problème, à mon avis, il y a un problème dans sa fiche de diaporama s'il ne montre pas les images suivantes. Il me l'a fait à plusieurs reprises. Donc je vois qu'il y a un tas d'images qui ne sont pas... Là, c'est les Voilà, affaires, oui. il faut redescendre. Allez, on remonte. Ça, c'est vu, tout ça. Il faut remonter. Voilà. Là, c'est la vidéo. C'est là, celle-là. Ah, Voilà. Voilà. Alors, ce que me dit Rodolphe Marion, c'est que, effectivement, comme on en voit plus au numérique, c'est lié à une anomalie numérique. Et auquel cas, je lui dis qu'il y a quand même des personnes qui ont Voilà, super. photographie avec des argentiques. Non, c'est pas. Elle était bien celle qu'il y avait tout à Elle l'heure. fait bien celle de l'avant. Pardon. Non, avant. Ah, Mais moi, elle s'appelle Voilà, A5. ça. Celle que tu avais, elle était bien tout à l'heure. Il faut remonter. Il faut remonter par là. Encore. Voilà, c'est là. Voilà. Top, top, top. Voilà. Celui-là. Il a qu'à rester là-dessus. Voilà. Donc il me dit que ça vient des appareils numériques, sauf qu'avec les argentiques on en a aussi. Il me dit que le fait que souvent c'est pris avec des compacts et que donc ça peut venir du fait que le flash est très près de l'objectif. Et que donc une particule reçoit l'intensité lumineuse et réfléchit la lumière. Et je lui dis oui, peut-être. Simplement les compacts ont été extrêmement vendus, donc il est normal qu'il y en ait plus aussi. Voilà, donc c'est assez complet. Donc il me dit pas qu'il ne faut pas de visage, il me dit oui, je vois des visages, mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'aspect couleur. Et là, sur l'aspect couleur, je dois avouer que c'est ce qui est le plus intéressant de mon point de vue, parce que je ne trouve pas de réponse claire, technique, précise. Et là, on peut passer à la suivante. je sais pas, quand je vais à diaporama, il change si je vais à mode. Donc, non seulement, là, vous le voyez en couleur. Hein? Non, l'autre, il est différent. Oui, Voilà. Mais quand on rentre dans le détail, vous apercevez que c'est une sorte de patchwork de couleurs. Et ça, il n'arrive pas à l'expliquer. Parce qu'il me dit, si, il peut y avoir l'effet d'environnement. L'effet d'environnement, c'est si par exemple, il y a des arbres pas très loin, vous flashez, vous prenez en photo, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un effet sur l'orbe. Mais le fait qu'il y ait plein de couleurs à l'intérieur et complètement différentes, ça, pour lui, c'est un point d'interrogation. Le deuxième point d'interrogation pour lui, c'est le mouvement. C'est-à-dire que, comme je lui avais présenté ce travail, il a lui-même amusé à prendre en photo, il a fait des tests, il a eu des orbes. Il s'est aperçu que sur une photo, il y avait l'orbe, et sur une seconde après, l'orbe avait disparu. Et ça, il me dit, sur ces deux points-là, couleur, patchwork couleur, et disparition comme ça, les questions restent totalement ouvertes. Pour lui. Il n'a pas pu me répondre. Oui, il y a un différenciateur qui me paraît utile. On voit des couleurs, donc de la lumière, donc de l'énergie. Prendre dans le noir complet, dans une chambre noire, certains l'ont fait avec des appareils numériques et on voit des orbes. Donc l'orbe ne réfléchit pas la lumière, il l'émet lui-même. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose, à partir du néant, dans le noir, qu'on ne voit pas l'œil nu, il émet sa propre lumière. Oui.
Alors que là, on pourrait supposer que dehors, il peut y avoir des sources lumineuses très diffuses, suffisamment faibles pour qu'on ne voit pas à l'œil nu Oui. la réflexion. Mais là, on a les preuves en Oui. labo qu'il s'agit effectivement d'une lumière qui est interne Tout à fait. et qui pulse. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je livrais le point de vue d'un scientifique. Oui, oui, oui. Mais Non, mais je c'est pense- à lui répondre. Oui, tout à fait. Oui. On pourrait aller dans ce sens, effectivement. Mais je pense même que, en partie, la réponse est dans ce En sens. fait, l'expérience a été poussée plus loin. Mm. Il y a eu des tests sur la personne qui observait. Oui, oui. Et on s'est aperçu que en fait, elle était plus ou moins énergétique au sens biophysique du terme, Bien sûr. hein, et que effectivement, il y avait une relation de proportionnalité entre les couleurs, enfin l'énergie de l'orbe et celui de la personne. C'est-à-dire que si une personne était très malade et qu'elle était apathique, il apparaissait des orbes beaucoup plus faibles. Oui. Donc apparemment, l'un nourrit l'autre, ou en tout cas, il y a une Oui. relation. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la personne, la conscience de la personne intervient. Je devais avoir la pêche alors quand j'ai on peut aller à la diapo suivante. Alors voilà, ça c'était un exemple, pareil, je photographie mon chien, et orbe, pas orbe, tout à la suite. J'ai pas voulu entrer dans les détails, mais sur l'autre, il y avait un visage. On passe à la suivante. Alors, l'interprétation psychologique, elle vous dit, on est dans la pareidolie. La pareidolie, c'est une hallucination optique, où le cerveau fait des associations de formes. Par exemple, c'est le fait de regarder les nuages et de voir un visage. Là, vous en avez clair. Alors, comme je savais que je m'adressais en partie à des ufologues, j'ai pris l'exemple de l'OVNI. Hein, et voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc dans ces cas-là, ça veut dire... Ça ne marche pas tout le temps. Faites tourner-le comme ça. On vous entend très bien, hein, on non, vous entend très bien. Là, ça marche. Il faut que l'antenne soit dans cette direction. Ah là je fais quoi, comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Vous testez. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est basé en fait sur le test de Rochat, en fait, c'est un peu la même idée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on verrait serait le résultat de nos abysses intérieurs, quelque part. Hein. Alors en même temps, quand vous montrez des photos avec des visages et que tout le monde... allez, sur 20 personnes, vous en avez 15 qui en voient, on n'a pas les mêmes abysses intérieurs pourtant. Il y a des irrégularités. Voir si c'est mieux. 1, 1, 2. C'est pareil. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Ça, c'était l'exemple que tout le monde connaît. On peut pas la peine d'y rester dessus, on peut passer. Alors, de point de vue sociologique, et là, on bouge un petit peu mon domaine, entre guillemets, hein, quoique, je ne sais plus trop si je fais de la sociologie. Qu'est-ce que c'est la sociologie? La différence entre la socio, l'ethno et l'anthropologie, c'est que la sociologie, c'est l'étude des humains en société, en général plutôt dans une optique des sociétés industrielles, hein, des sociétés dites développées, des institutions qui les font fonctionner. L'ethnologie, on s'intéresse aux ethnies, on va aller voir les tribus sur un autre continent, dans un autre peuple. C'est la notion, ça intègre la notion d'étranger. Et l'anthropologie, on remonte un peu plus à l'origine de l'humanité. On va s'intéresser aux os, par exemple, aux ossements, on va s'intéresser au symbolisme, aux traces archéologiques, etc. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la sociologie s'y intéresse? Il faudrait que les sociologues ouvrent leur conception de la rationalité. C'est pas gagné, mais on y va, c'est pas gagné. Et par exemple, vous avez un sociologue qui s'appelle Michel Maffezoli qui dit quand même, peut-être vous le connaissez, c'est quelqu'un qui passe à la télé assez fréquemment, il dit le cycle purement rationaliste est en train de s'achever et est en train d'émerger quelque chose où le non-rationnel a sa place. Et il précise, attention, je dis bien le non-rationnel et pas simplement irrationnel. Ça, c'est important de faire la différence. Alors vous avez une sociologie qui commence à aller vers l'acceptation de ce qui est non-rationnel. Mais c'est un pas de fourmi. Et il y a bien des oppositions. Qu'est-ce qu'il faudra à l'ethnologie pour qu'elle s'intègre? Oui.
Alors non rationnel, vous voulez dire subjectif, par opposition à objectif? Rationnel, pour moi, rationnel, c'est une sociologie rationnelle, c'est une sociologie qui recherche l'objectivité, qui recherche les traces de terrain, qui enquête, qui se réfère aux statistiques, au quantitatif, par exemple. C'est ça, hein. Globalement, c'est ça. Et pour l'ethnologie, ce qu'il faudrait, c'est étendre la notion d'étranger. Et là, on rejoint l'ufologie, forcément. Hein, c'est-à-dire que l'étranger, c'est pas uniquement celui qui est sur un autre continent, qui est dans une autre tribu, qui a une autre culture, qui a sa vie, qui a ses... C'est aussi, moi j'ai envie de dire, celui qui témoigne en ufologie, quand il dit qu'il a été en contact avec certaines entités, à la limite, du point de vue ethnologique pur, je parle, on s'en fiche que ce soit un extraterrestre, un orbe, ou, comme vous allez voir tout à l'heure, des présences de transcommunication. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le débat. C'est l'autre. C'est l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on est en présence d'étrangers qu'on ne connaît pas, ça nous fait certainement un petit peu peur, mais dans des domaines différents, on est en contact avec des formes de présence. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas essayer d'ouvrir l'ethnologie dans ce sens. Mais là aussi, c'est pas gagné, mais ça y va. Et en ce qui concerne l'anthropologie, ça l'oblige tout simplement à aller plus loin que les caractères anatomiques, biologiques et culturels que nous connaissons, forcément. Hein. C'est-à-dire intégrer le cosmos, et il faut aller vers une anthropologie où on mélange les espaces-temps. Et vous, en tant qu'ufologue, je pense qu'il y a une majorité d'ufologues là, vous avez dans ce sens-là, vous poussez les sociologues à s'interroger là-dessus. Certains sociologues, parce que vous avez des sociologues aussi qui vont vous dire que vous alimentez un mythe. Hein, mais n'empêche que par tous les questionnements collectifs qui se posent, ces trois disciplines sont effectuées de petites mutations. On peut passer... En ce qui concerne l'anthropologie, il commence à y avoir des thèses qui remettent en question justement le rationalisme, par exemple dans les dessins pariétaux, en parlant justement d'un univers magique entre guillemets, un univers révélé qui aurait, on va dire, qui laisserait son empreinte dans le monde physique. Oui. C'est-à-dire qu'il part du principe que, en fait, en rêvant suffisamment intensément la scène de chasse, elle se déroule comme ils l'ont prévu. On commence à avoir des thèses à ce niveau-là. Donc, on commence. Et encore, bon, les premiers ont du mal. Oui. Mais il y a eu l'ère de la chimie, il y a eu l'ère de la physique. Oui. Avec la mécanique quantique, ça a ouvert des portes sur des interrogations qui mènent peut-être à la métaphysique. Tout à fait. Et ça, on va vers la magie, en fait. La magie de la visible. Tout à fait. Et moi, c'est ce que j'appelais dans la conscience animale, j'appelais une anthropologie quantique. On va vers ça, voilà, en fait. C'est ça. Mais bon, c'est un peu compliqué comme ça, mais on va vers ça. Ouais, mais l'anthropologie... Et les ufologues poussent à ça. Mais je pense que l'ufologue, il n'a pas que la fonction de s'intéresser à l'OVNI ou de se... Il remue les concepts. Mais ça a un effet dans les deux sens, c'est-à-dire que l'ufologue est aussi à la remorque de... il n'est pas forcément le fer de lance qui amène à s'interroger en bon sens. Il y a de tout. Il n'y a pas un premier et un second. Je Voilà, pense que c'est un mouvement émergent. Il y a un mouvement brownien, il y a un mouvement brownien plus que vraiment dans une direction. Oui, tout à fait. Alors, la question que ça pose d'un point de vue physique, on peut passer à la... Ah oui, non, c'est bon. J'ai questionné... J'ai questionné Claude Lavac, que vous connaissez, forcément, qui a très gentiment accepté de répondre à mes questions. Je lui dis, voilà, Claude, je vous donne les clés d'un laboratoire et vous devez traiter le phénomène des orbes. Parce que c'est quelqu'un qui a très bien le profil d'un directeur de laboratoire avec les protocoles à mettre en place. Et je lui dis, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce que pour vous, ça tient la route, en gros? Je lui ai demandé, du point de vue physique et en tant qu'ingénieur. Et il me dit, mais oui, bien sûr. Il me dit, vous connaissez tous Claude Lavac, je pense, à peu près? Oui. Il est ingénieur spécialisé en technologie aéronautique, électronique et radar. Et il fait partie de l'Académie d'ufologie.
dont Jacques Crozan est le digne représentant. Président. Et donc il me dit oui, il est tout à fait possible et légitime de mettre en place un protocole de recherche. Et il me dit pour lui, il faut il faut faire une analyse spectrale, pas au sens de fantôme, hein, mais au sens physique, c'est-à-dire faire une analyse de la répartition de l'énergie optique, une analyse électromagnétique et analyse des fréquences. Voilà. Donc c'est pas impossible, c'est-à-dire que si du jour au lendemain on lui donnait un budget, en gros, hein, concrètement, et les clés du laboratoire, il y aurait une possibilité de mettre des protocoles en place. Après, ça pose des questions de physique quantique et on rejoint la notion de conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette matière en mouvement? Est-ce que c'est de la matière déjà? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est valable pour vous faites le lien avec tous les phénomènes ovni. Hein. C'est-à-dire là, on se focalise sur l'homme, mais les problématiques sont exactement les mêmes, du point de vue sociologique, je parle. Et quel est est-ce que l'observateur influence l'expérience? Là, j'avais interrogé, peut-être vous connaissez, Jean-Yves Leloup, qui est docteur en philosophie, théologien et prêtre. Et je me dis, il va me prendre pour une folle, je vais lui parler des orbes. Et puis il me dit, mais non, parce que moi je connais très bien les phénomènes des orbes, j'en ai photographié et ça m'intéresse. Et ce qui l'intéresse notamment, c'est l'interaction avec la conscience, avec la personne. Il m'a dit, avec le même appareil photo, à la même heure, devant le même objet, deux personnes ne photographient pas la même chose. Pour l'un, leur billet, pour l'autre, elle n'y est pas. C'est donc le photographe, c'est-à-dire sa pensée, ses émotions, son désir, ses mémoires, qui s'imprime et se projette sur le paysage ou la chose regardée. Cela rejoint les expériences de la physique contemporaine. Le spectateur, par son simple regard, modifie la chose regardée. Et là, on tombe dans une des thématiques de l'ufologie aussi. Où moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait de voir quelque chose dans une physicalité, en termes d'ovni, phénomène au sens large, ovni, et le fait qu'il y ait un phénomène de conscience qui interfère. C'est dommage de les opposer. Je ne pense pas que la voie en ufologie et l'avenir de l'ufologie soit d'opposer ces deux choses-là. Après, c'est difficile, moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est d'allier à la fois la physicalité de l'objet et le fait qu'il y a un phénomène de conscience qui interfère. Alors la question, on peut passer à la suivante. Non, hop. Là, encore une, pour recliquer, pour aller à l'autre. Je pense que ça va, ou deux fois, cliquer deux fois, je pense qu'on y arrive. Ça? Voilà. J'ai demandé à Barbara Kaufmann son point de vue religieux. Elle est révérende aux États-Unis, membre de la Société des sciences et des arts du Wisconsin. Et elle était intéressante parce qu'elle a côtoyé toutes les formes religieuses et les chamans. Une vraie chamane, je veux dire. Hein, pas quelqu'un qui a fait 2-3 séminaires et qui s'improvise chaman. Et donc je lui ai présenté les orbes. Elle voit les visages automatiquement, quasiment. Et je lui ai demandé si ça faisait partie d'une religion. Elle m'a dit non, il n'y a pas de rituel ou de prière. Elle ne voit pas, en tant qu'orbe en tout cas, une religion qui consacrerait des rituels ou des prières autour de ce phénomène. Pour elle, c'est quelque chose de surnaturel, de paranormal. Et donc, à cet égard-là, les religions, elle me dit que les religions sont extrêmement méfiantes. Parce que le paranormal n'est pas admis, sauf, par exemple, avec le miracle. Ça, c'est autre chose. Et elle avait déjà photographié des orbes. Elle m'avait d'ailleurs envoyé, à l'occasion d'une séance chamanique, elle prend des photos. Donc elle ne veut pas photographier des orbes, c'est une séance chamanique. Il y a un magnifique orbe bleu qu'elle m'a envoyé qui apparaît. Voilà. On peut... je crois qu'on va... Après, il y avait d'autres diapos, mais je pense qu'on va passer à autre chose que les orbes, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Vous avez dit que ça relève de quelque chose de surnaturel. Et je voudrais faire une remarque, c'est que dans le naturel, donc qui obéit aux lois physiques, et à celles peut-être qu'on ne connaît pas, eh bien, dans le naturel, la nature est très économe d'énergie, notamment, et on va dire la forme qui contient le plus d'énergie, enfin qui dépense le moins d'énergie, c'est la sphère. Oui. Et donc à faire apparaître des visages, donc en fait, on va dire une géométrisation qui n'appartient plus à la sphère, dans cette sphère, ça veut dire que là, il y a une conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, il s'agit du fait de sa forme sphérique, oui, probablement d'un phénomène naturel qui obéit à l'économie de moyens. oui. Voilà. Donc, à mon avis, il y a des choses qu'on ne sait pas parce que c'est pas révélé par nos sens.
Donc on est passé à côté, parce qu'on a développé toute la Tout à science fait. à partir des sens. Mais là, avec les outils comme les photos numériques, etc., on découvre des choses, on est passé à côté, ça reste à combler. Oui. Mais ça, à mon avis, ça reste naturel. Tout à fait. Et les chamans disent Oui, oui. qu'ils en voient, etc., mais qu'ils n'y font pas, comme les ovnis d'ailleurs, Oui. ils disent qu'ils n'y font pas attention. Oui. Pour eux, c'est naturel. Et quand je dis surnaturel, c'est l'époque occidentale, en Oui, fait. voilà, Tant voilà. que- C'est plus le chaman qui parle, Je ne pense c'est pas, c'est enfin, je veux dire, l'occidental. voilà, je le présente académiquement, on va dire. Voilà, voilà. Ou alors ça nous engage. Non, non, Mais- très pur. Oui, là c'était quelques exemples encore des orbes. Là je me suis amusée, c'est moi qui me suis amusée à mettre un petit décor autour. Bon, là par exemple, chose très fréquente, encore une fois je regrette qu'on ne voit pas sur un ordinateur, c'est c'est meilleur quoi. Souvent il y a deux visages qui apparaissent. Soit c'est le même, soit c'est le même en diffraction ou de face et de profil, je ne sais pas trop. Soit ce sont différents. Ça j'arrive pas à voir, mais il est très fréquent qu'il y en ait plusieurs. Là, je sais pas, est-ce que vous voyez un petit peu? C'est on peut pas compliquer, mais on peut le réduire. Là, quand on voit de près, c'est comme quelqu'un qui tire la langue. Là, il y a Einstein. c'est très surprenant. Hein. Vous pourrez avoir tout l'heure, peut-être les personnes pourront approcher s'il nous reste du temps, mais c'est vraiment très surprenant. Des fois, j'ai l'impression qu'on se moquait de moi, ou bon, je sais pas. Bon. Là, je me suis amusée à mettre un sphère, parce qu'on dirait comme un petit chapeau, mais est-ce que vous voyez celui-là? Oui ou non? Oui. Celui-là, en général, tout le monde le voit. Non, et là aussi. Oui. Un double Et visage. là, de près, on le voit. Il faut venir de près. Bon, moi, je propose de passer après sur le... Parce qu'il y a plein d'exemples, je crois. Autre fichier. Non, on continue, mais Ce fichier. tout est à la suite. Tout à la suite. La diapo suivante, c'est là. La, Il y a 57 diapos. la diapo suivante, tout simplement. Là, on va en arrière. Là, il faut aller en avant. Voilà, il faut aller en avant. Encore. Non. Là, c'était des exemples, je passe. C'était pour le montrer de façon brute, en fait, quand j'envoie de la lumière sur un angle et tout. En petit intermède, quand il y a plusieurs visages, il paraîtrait, parce que là, il faudra peut-être vérifier, qu'il s'agit en fait le même visage sous deux angles différents, Oui, comme un hologramme. Oui, c'est ce que j'ai appelé moi une diffraction, Ouais. ou je ne sais pas quel est le meilleur terme. Ben, ça ressemble. Il est à plusieurs endroits, Oui, voilà. c'est-à-dire que par exemple, si moi je suis de face, je suis de profil, je suis comme Ouais, ça. c'est ça. C'est comme la géométrie Voilà. du dessin industriel, Voilà, face de dessus. voilà. 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 Moi, c'était la piste que j'avais, effectivement. Il paraît. On peut passer, parce que ça c'était les exemples de terrain, on va dire, quand je l'avais de façon brute, et voilà. Top. Alors on va passer à la transcommunication instrumentale, autre forme de présence. Alors juste pour situer, quand même, c'est dire que ça c'est nous, ça c'est l'atome, et en fait il y a énormément de vide. Donc on est en grande partie constitué de vide. Quand je dis vide, c'est pas vide, il y a du champ magnétique, il y a des champs, mais c'est quand même du vide. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à l'admettre? Parce qu'on se regarde, on se dit oui, bah, ça c'est de la théorie, mais n'empêche qu'on voit bien les matières, et puis voilà, on peut aller à la diapo suivante. Ça m'aperçoit comment on se cogne. Oui. Ben, en fait, parce qu'on a un cerveau, et le coupable entre guillemets, hein, je plaisante, mais c'est le cerveau. Parce que sa fonction, c'est de décoder, de traduire le vide en densité. Hein, c'est-à-dire qu'il nous fait passer du vide pour du plein, et un champ électromagnétique pour de la densité. Donc notre cerveau élabore une image charnelle et matérielle du monde. Alors le paradoxe, c'est ça moi, que j'ai souvent essayé de faire comprendre en sociaux, c'est qu'on s'accroche à nos principes de réalité. Moi je veux bien, sauf que quand on comprend ça, le réel il est très relatif. Ben, ce que vous leur dites à ce moment-là, quand vous appuyez sur une table, le doigt il n'entre jamais en contact avec la table. Contrairement justement à ce que nous dit notre cerveau. Oui. Ce sont les champs électriques des atomes de la table qui s'opposent aux champs électriques du doigt. Mais aucun des atomes n'est en contact en réalité. Alors on le sent pourtant, hein, on sent bien On la le sent, table. voilà. Et bien c'est une illusion. Voilà.
Ça, vous pouvez leur dire. Oui, mais tout le... Parce que normalement, oui, ça devrait passer au travers. Je parle des sociologues, mais cela étant dit, d'une façon générale, tout le monde pense, enfin la majorité des gens... Quand on leur dit qu'une pelleteuse qui creuse, c'est les champs électriques qui s'opposent et qui font que ça racle de la matière, et qu'en fait, il n'y a pas de matière du tout, pourtant ça marche. Pourtant, c'est vrai, ça marche. Il y a des expériences qui montrent que c'est bien ça. C'est les champs électriques. On n'est jamais en contact avec Tout à fait. Tout à fait. Mais n'empêche que... Je persiste à dire que c'est pas lui. C'est-à-dire, même si on le sait, il y a une différence entre le savoir mental et la digestion du savoir au quotidien. Et on sait des choses. N'empêche que quand on revient dans notre vie quotidienne et qu'on fait son métier, etc., on dit oui, mais ça c'est rationnel, ça l'est pas. Oui, ça c'est réel, ça l'est pas. Parce qu'on délègue un certain nombre de choses sous forme de réflexe. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on juge comme ça. Il y a des expériences où on arrive à interpénétrer des matériaux sans qu'on explique pourquoi. On arrive à faire pénétrer du bois à l'intérieur du métal. Et c'est des expériences d'électrolyse assez compliquées. Et je ne sais pas expliquer. Et les scientifiques se sauvent parce que c'est inexplicable. Tout à fait. Voilà. Donc ça bouleverse quand même notre sens de ce qu'on appelle la réalité. Et au moins, le minimum que l'on puisse faire, c'est ne pas créer des écoles et des courants qui s'opposent, en tout cas, déjà, en disant ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ça veut dire que dans ce schéma-là, c'est quand même celui qu'on apprend à l'école, hein, qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit. Ça veut dire qu'il y a ce qui est en vert, c'est le vrai, et ce qui est à l'extérieur, ça c'est l'orange, c'est le moins vrai, et alors le rouge, on ne veut même pas y réfléchir, quoi. Hein. Donc ça fait qu'on est dans la dualité. Il y a le vrai, le faux, l'ésotérisme, l'exotérisme, le physique, la métaphysique, etc., etc., etc. Voilà. Hein. Le cerveau crée un espace imaginaire duel. Ouais, c'est comme ça, on fait avec, c'est pas grave. Mais on n'est pas obligé, quand il y a des informations qui viennent d'ufologie, de transcommunication ou d'autres choses, de faire comme si c'était faux dans les canets. Voilà. Bon, c'est juste ça que je dis. Hein. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Là, ce sont des exemples de transcommunication instrumentale. Bon, je ne sais pas si maintenant, j'espère que vous voyez des visages. Là, vous les voyez. Bon, ben, tout à l'heure, c'était pareil, mais c'est plus difficile à voir. Il ressemble à Rasputin. À qui? Ah oui? À qui? Rasputin. Lequel? En haut, les gros choux. Je sais pas. Donc ça, c'est pareil. Quand j'ai travaillé à nouveau 1 an et demi, je ne sais pas pourquoi c'était 1 an et demi, ici, des phases, comme ça, 1 an et demi, 2 ans, je me suis fait que de la transcommunication vidéo et audio, et j'ai pu extraire des choses comme ça. Alors à la peine, hein, reproductive, hein, je veux dire, c'est vraiment... c'est pas exceptionnel, hein. On peut passer à la diapo suivante. Et même sur des téléviseurs. J'ai pas travaillé avec un téléviseur. J'ai travaillé avec l'ordinateur, je vais l'expliquer après, j'ai travaillé avec un ordinateur, un écran d'ordinateur et une webcam. Ah oui. Parce qu'en fait, je suis fainéante et j'y arrivais pas bien avec la télé et l'appareil, avec les fils. Ça me... Et un jour, j'ai vu sur internet qu'elle me disait, mais moi je fais avec une webcam minimaliste, surtout pas très sophistiquée, comme une webcam des années 2000, qu'un truc très moderne de maintenant. Et je travaille avec l'écran de l'ordinateur. Et donc, il disait, j'approche le... C'est très long, très pénible et très subtil. Hein. On approche l'écran de l'ordinateur, la webcam de l'ordinateur, de l'écran, et on fait un effet Larsen vidéo en fait. L'effet Larsen audio, c'est quand vous allez dans un concert, vous approchez le micro d'un set, ça siffle, c'est insupportable pour les oreilles. Ça va marcher? Normalement, oui. Non. Ça marche pas. Bon. Vous l'avez entendu dans les concerts. Oui. Comme ça siffle. C'est insupportable. Donc bon. Et bien là, c'est pareil. Sauf que c'est Larsen vidéo, c'est-à-dire que la webcam qui filme l'écran, qui revient vers la webcam, qui revient, etc. Ça fait une boucle. Et vous obtenez des nuages. C'est que du gris. Il n'y a rien. Vous ne voyez pas ça. Hein, je vous préviens. Et puis après,
Vous savez, il faut prendre chaque seconde d'image, sachant que dans une seconde, il y a plusieurs images. C'est extrêmement long. Et vous voyez des nuages encore, et tout d'un coup, il faut prendre... Là, et là, l'intériorité intervient aussi un peu. C'est-à-dire que si vous êtes pressé, si vous n'avez pas envie de concentrer là-dessus, vous verrez rien. Donc il faut... Vous prenez du recul et vous essayez d'avoir une vision un peu élargie. Et quand il vous semble voir une présence ou un visage, ou pas qu'un visage, ça peut être autre chose, à ce moment-là, vous découpez, vous envoyez la lumière dessus, vous faites un travail entre contraste, inversion, un peu comme une crêpe que l'on tourne, que l'on retourne comme ça. On inverse la photo et on renvoie de la lumière ou du contraste. Et pour moi, celui-là, il est quand même pas assez net. Hein. Et là, on retrouve le phénomène d'ubiquité ou de diffraction, parce que si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, il y a un autre. Est-ce que c'est le même ou pas? Autant à gauche, c'est très net. Autant là, je ne l'ai pas travaillé. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là aussi, je retrouvais le même phénomène qu'avec les orbes, c'est-à-dire qu'il y avait soit la même présence sous forme d'hologramme, je ne sais pas, ou diffracté, ou voilà. On peut continuer là, celui-là aussi, là. Je sais pas, il est un peu moins net. Excusez-moi, pour faire ça, vous servez d'une caméra avec son ou sans son? Parce qu'en général, sur la TCI, on arrive à capter des messages aussi audio. Je vais en parler après. Parce que je ne l'ai pas fait avec la caméra. Je l'ai fait carrément avec un dictaphone numérique que j'ai posé pour montrer qu'on va aussi avoir du message des autres, du message donc, de la présence, parce que je ne veux pas parler des messages, soit par la vidéo, soit par le son. Je vais en parler juste à la suite. Oui. Est-ce que quand vous faites ces expériences, vous êtes à côté de la caméra de webcam? Des fois oui, des fois non. Parce qu'elle pourrait filmer votre reflet sur l'écran d'ordinateur et l'amplifier par ce feedback. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout est éteint. C'est dans une pièce quasiment noire. Des fois, je n'étais pas là parce que c'est pas intéressant pour moi je faisais tourner la caméra et puis j'allais faire la salade, quoi. Enfin, voilà. Et des fois, je n'étais pas là et ça peut pas être un reflet parce que, si vous voulez, la webcam est là, l'écran est là. C'est très proche. C'est-à-dire, c'est jamais comme ça. Hein. Ça peut être 10 cm, 15 cm. C'est vous qui le réglez à la sensibilité. Et il faut que ça fasse des sortes de vagues dans le film. Et une fois que ça fait des vagues, là, vous pouvez mettre en marche l'enregistrement. Mais c'était dans une pièce noire, ça ne peut pas être mon reflet, c'est pas possible. Donc là, ce sont des exemples. Hein. Là, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est fait acte de présence. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Visage, on peut passer parce qu'il y en a plusieurs, on verra plusieurs exemples. Alors là, celui-là, moi je l'aime beaucoup celui-là parce que malheureusement, encore une fois, c'est trop large pour que vous puissiez voir, mais on peut même compter les dents. On est là, une que d'autres. Et un sourire magnifique. Alors pour moi, il y a une intentionnalité. On le compte là. Si vous voulez, après, vous pourrez peut-être voir que voilà. Donc il y a une intention, il y a quelque chose, je ne sais pas si ça veut dire, pour moi c'est pas méchant, je ne sais pas, mais il y a une intentionnalité. Là. Est-ce que vous les voyez d'une façon générale ou pas? Oui? Mieux que les orbes. Hein. Là, vous le voyez bien, oui. Je sais pas, moi je n'interprète pas si c'est... Je sais pas si une femme c'est un homme, si c'est... Je n'ai jamais... mon cerveau ne cherche jamais juste à capter l'information sans savoir qui c'est ou si c'est beau, donc je suis incapable de répondre à ça. Mais c'est un visage jeune a priori. Oui, jeune. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais pas, mais c'est quelqu'un de jeune. On peut passer à la diapositive. Autre exemple. Elle a l'air moins commode. Hein, voilà. Et ça, tout le monde peut le faire. Parce que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Hein. On est rempli d'esprits. Ah mais je ne sais pas si ce sont des esprits. Je ne sais pas, je n'interprète pas. Mais des présences, certainement. Alors des gens vont dire que ce sont des défunts. Moi je ne sais pas, j'ai rien qui me dit que ce sont des défunts. C'est une manifestation. C'est une manifestation d'intelligence. Une présence. Avec conscience. D'intelligence, on sait pas. Quand il y a un sourire ou quand il y a... il y a une expression. Il y a une expression, hein. Donc c'est pas un mannequin non plus. Il y a quelque chose de... On vote là-haut, on sait pas. Oui, non, il n'est pas content, tu l'as, je sais pas. Alors, il faut continuer.
Encore, voilà des exemples pour montrer qu'il y en a énormément. Là, il est jeune aussi. Donc, stop. Oui, mais des formes qui peuvent donner l'impression d'un visage, il ne faut pas toujours tirer des conclusions. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Là, tu n'as pas vu des visages? Enfin, vous faites une mise au point longue et minutieuse. Oui. C'est ça qui fait que vous recherchez la forme dans le nuage, en fait. C'est ce qu'il veut dire, je pense. Non, c'est ça je fais que une mise au je veux point dire. pour C'est ça que avoir... je veux dire. Parce que cette image peut être interprétée comme un visage, mais peut être interprétée tout simplement comme autre chose aussi, ou comme rien. C'est-à-dire, on a aussi la formation naturelle des petites îles en forme de cœur. Ce qu'on disait tout à l'heure avec la... C'est quand même, on en fait des photos par satellite. C'est une réalité, mais c'est juste une coïncidence naturelle en fait. Pas quantitativement, c'est pas possible parce que dès que il y en avait systématiquement. C'était pas aléatoire comme un visage dans un nuage. Il y en avait systématiquement. Bon, c'est que des gens, c'est pas des animaux par exemple. J'ai eu des animaux, alors c'est plus rare les animaux. J'ai posé la question aux communicateurs animaliers, ils n'ont pas su répondre. C'est plus difficile. Moi j'aurais aimé avoir d'autres choses. Et vous avez essayé de montrer une photo qui vous paraissait assez nette, que vous interprétiez clairement comme un visage d'animal ou de personne, et de montrer un animal. Parce que lui, il n'a pas d'objectivité. Un animal, s'il réagit, c'est qu'il le perçoit bien comme étant... Montrer une photo comme ça, un animal? Ouais. Ah non. C'est quoi qu'un animal? Vous avez eu un chien, un chat, un animal, un chat, c'était... Mais là, lui, si vous voulez, d'un point de vue culturel et tout ça, il n'a pas de filtre. Donc lui, s'il réagit à ça, c'est que c'est pas... Non, mais là, il ne vit pas sur le même plan. Il vit pas... L'animal Mais n'est pas justement, c'est visuel. ça qui est intéressant. Il n'est pas visuel, l'animal. C'est un peu la Ah, il est pas la même vue, il n'a pas du C'est avec Warner Michel, c'est avec le droit. Et c'est des ancêtres de votre famille? Dans un miroir, ils se... Mais je sais pas, je pense. Mais moi, je n'interprète pas, savoir, je ne sais pas s'ils sont des défunts. Moi, mon approche, elle est sociologique. Ce qui m'intéresse, il y a des présences. Donc, je traite le fait. S'il y a des présences, que ce soit en ufologie, que ce soit... on doit l'intégrer dans le concept sociologique. Après, savoir si c'est mon tonton, ma tata, je ne me sens pas cette fonction, ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà. C'est pas mon job. Mon job, c'est d'intégrer ça dans l'université et auprès de penseurs qui sont très loin de ça. Oui, et quand vous leur parlez de ça ou d'ufologie, c'est ils une vous crient au somme nez. de données pour que ça soit constaté. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver du point de vue de la physique pure des choses. Il y a d'autres niveaux de réalité. Oui. Et c'est ça, en fait, qu'il faudra faire comprendre à tous ces physiciens purs et durs. Et là, on va aborder un aspect. Et alors, la réaction là, des penseurs, des scientifiques, La réaction. des rationnels, quoi. Oui. La réaction, c'est que il y en a deux. Il y en a une de personne à personne et une institutionnelle. De personne à personne, moi je ne vais pas citer des noms, mais je peux vous dire que ça intéresse des gens très connus. Vous allez au café avec eux, vous mangez un truc avec eux, vous discutez, ils sont intéressés. Mais quand ils reprennent leur rôle de sociologue ou autre, enfin, peu importe la profession, parce que c'est pareil partout, à ce moment-là, il y a à nouveau le recul entre physique et métaphysique qui se place. Alors, on va aller vers par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on va aller vers le son. Et là, parce que c'est la même chose, mais au niveau, comme disait Guy, au niveau du son, tu vas m'expliquer comment on peut l'interpréter. Bon, ça, je l'avais expliqué. Voilà. Alors, juste avant de passer au niveau du son, tout simplement, moi, ce que je proposais de penser, c'est plutôt que d'adopter ce schéma-là, qui met du in, du out, de l'ésotérisme, de l'exotérisme, c'est que essayer
d'intégrer de plus en plus au niveau de la conscience ce qu'on appelle le ruban de Mobius, qui est une plateforme de réflexion différente, qui n'est pas duelle. Là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule... Vous avez deux surfaces qui s'enroulent sur une même surface. Si vous suivez le petit chemin de l'escargot, vous apercevez qu'il n'est pas dans la dualité, parce il va aller in et out, mais sur la même plateforme, en fait. Essayez de le suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan caché. Ça ne marche pas, ça. Vous m'entendez par le micro, tout simplement? Non. Il me semble, hein, s'opposant à un plan par an. Il est éteint, je crois. C'est-à-dire qu'il marche un moment, et puis au bout d'un moment, ça... Il est pas éteint? C'est pour ça qu'il n'est pas là. Là, il marche. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas appuyer sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton? Ah, pardon. Parfois, il peut se perdre aussi si la pub est vide. D'accord. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Il y a un autre micro par là? Peut-être le tenir plus haut. Plus haut? Oui, le prendre plus... Ça, on ne peut pas toucher la fréquence. Voilà. Non, mais il marche. Donc c'est une image, c'est une représentation d'une façon de penser qui fait éloigner un petit peu la dualité. C'est le ruban Oui, de c'est Mobius. possible aussi. Non, mais les boutons sont sensibles aussi. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, c'est là qu'on va... Je vais répondre à ta question, Guy, enfin pas répondre, mais évoquer ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'audio. Il y a donc des présences en vidéo qui émergent, et il y en a en audio. Alors l'audio, ça, tout simplement, j'avais un dictaphone que j'ai déposé dans un studio fermé avec des murs de 45 cm, personne à droite, personne nulle part, et je pose un dictaphone en déclenchement automatique. Et le lendemain, j'allais voir le résultat. J'aimerais bien, là, est-il possible d'aller dans le fichier audio? Fichier Audio. C'est où ça? C'est là où il y avait la vidéo, mais à côté... Voilà, qui est. Voilà. La première. Est-ce qu'il y a du son le plus fort possible, par contre? Ben, sinon, mettez le micro. Là, c'est le son, hein? Sinon, mettez un micro. Le volume, il est allumé, mais on n'a rien entendu. Non, mais mettez un micro à la sortie du PC, là, puis ça va passer dans le haut-parleur. Ah, c'est dommage, parce que c'est important. Non, mais vous parlerez pas, de toute façon, il ne saura rien. Là. Ça ne rien. Mais moi, je ne sais pas où se trouve cette chose. Il faut avoir un pass pour Groove Music, c'est ça qu'il dit en fait. Bon, j'ai peut-être ça sur mon portable. Je vais mettre le portable, mon portable sur le... Ça, c'est pas ton portable ici? Non, ça, c'est le nôtre. C'est celui d'Ovni pareil. On a investi. Quand je les avais mis dessus. Vous avez entendu quelque chose? Un petit bip? C'est ça qu'on a entendu? Où est la sortie? Ici. Du son. Je sais pas, il faut voir avec la tenue. Il est sorti. Ouais, c'est ici. Voilà. Bon, on réessaye en mettant le micro. Ah oui, on entend. Non, mais ça, c'était le micro. Hein. Ah bon? Non. Le micro marche pas. Ou alors il marche pas assez, je sais pas. Encore une fois, ping, comme c'est le son qu'on entend dans les avions. Qu'est-ce qu'on entend? Normalement, C'est un langage ou ce sont des Ce sont des notes de musique. Il n'y a pas de langage parlé. J'ai eu aussi, mais il faudrait qu'on puisse le... Ah. On entend une note.
Des grillons. Oui, mais Tu peux pas aller sur le site, il y a marqué voix bonjour. On doit dire bonjour. Voix bonjour. Ouais. On doit entendre bonjour. Ah, C'était tout. C'était tout. Ouais, mais c'est suffisant. c'est-à-dire là, il faut que ce soit à fond, quoi, parce que sinon... Quoi, le bonjour? Ouais, mais les notes, au moins les notes, avec le il y avait des micro, exemples de la musique, sortie. des exemples de voix. Bon, ça, c'est pas une voix, mais bien. Est-ce qu'on peut pas l'augmenter, ce micro? Parce que là... Ben, je l'ai mis à fond sur la table. C'est à fond? Ouais. Mais je l'avais pas à fond, mais sans distorsion. Parce qu'après, Il réagit même pas, le micro. Bon, il y avait des notes de musique. Claire et nette. Claire et nette. J'ai de la clarinette. Et c'est quoi, c'est un bruit de fond qu'on entend là? Non, C'est parce que normalement c'est le j'augmente bonjour. Hein. J'augmente le son. Ah ouais. Et en fait, il y a eu donc, il y avait eu sol, ré, si bémol, enfin il y a eu des notes diverses, il y a forme de guitare. Ah ouais. Des fois c'est... Tu veux jouer ça, toi? je sais pas ce que c'est une note ratée aussi. Enfin, il y a de la musique qui est arrivée. Dans ce lieu, il n'y avait ni appareil de musique. Moi, je ne suis pas musicienne. C'était fermé, personne ne pouvait rentrer. Et j'ai eu des notes, mais clairement des notes de musique, qui ont été d'ailleurs Mais identifié. Et quand on va dans le son, comme là, tel, c'est Ah bien. oui, oui. on voit, Un il est à do, c'est fond. un do, c'est pas Le son, J'ai une musicienne, Haut-parleur, il y a il est une à fond. musicienne dans la salle. Ah bah ouais. Non, Ah, d'accord. c'était Ça, ça peut être le hasard. Je sens pas plus. Voilà, ré dièse, par C'était exemple. pas... Ah oui, oui, Ouais, oui. sur l'ordi, c'est à fond aussi. oui, mais on voit. ce sont des enregistrements très courts sur des appareils sonores qui sont pas très bons. Hein. Voilà. En mettant le micro là maintenant dessus. Oui, c'est ça Ah, que il est je dessus. fais. Mais ça s'entend toujours. Parce que ce sont c'est-à-dire, il n'y a pas de répétition, on l'entend juste une fois très vite. Non. Bon, Enfin, de toute façon, ce sont des sons simples, il n'y a pas de phrase. Il y avait... De toute façon, c'est pas quand... C'est plutôt simple. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt simple. C'est court. C'est pas... Il n'y a pas une page de texte ni 10 lignes. Mais j'avais fait un code de communication en posant une question et en disant réponse oui, réponse do, non, fa par exemple. Peut-être, hop, j'en prenais une autre. Et je mettais une question à côté du dictaphone numérique en autodéclenchement. Et le lendemain matin, je venais voir le résultat. Et j'ai eu un petit échange de communication rudimentaire. Hein, bien sûr, on n'est pas en interview, je veux dire, hein, mais réel, avec une présence. Je l'appelais une présence, ou un autre. Et des fois, c'était des notes de musique, des fois, c'était une voix. Une fois, il y a eu mon prénom. Un bruit des claquettes. Ah oui, il y était celui-là, je Ouais. parle parce que celui-là, on a un bruit de pas et un bruit de doigt, comme ça. Clair, net et précis. Alors moi, ça m'ennuie qu'on ne puisse pas l'entendre parce que là, ça aurait été, tu m'aurais expliqué comment on peut expliquer ça. C'est pas de l'appareil auditif ou je sais pas. Non, mais Et je m'y attendais pas en plus. doit pas, pour moi, c'est pas très probant. Par contre, qu'il y ait des notes de musique parfaitement identifiées comme telles, ça peut pas être le hasard. Je veux dire, un ré dièse, c'est pas suivi d'un do, suivi d'un fa, un fa, c'est un truc très précis, quoi. Oui, oui. Donc là, ça peut pas Mais être le le hasard. claquement de doigts, si Ah oui, t'as mais personne dans la vous pièce... faites tomber quelque chose, avec un peu de bruit de fond et tout, on peut l'assimiler à qu'un fa ou un ré Non, dièse. non, il était très net, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, ok. Non, très net. C'est pour ça que je l'avais pris comme exemple. Peu parce importe qu'il ce était qui très net. parle aux gens, mais en tout cas, je Voilà. dis la note qui a été en Voilà. plus vraiment, on dirait pincée d'une guitare ou d'un violon. C'était, non mais vraiment, on sent aucun doute. Et il n'y avait pas évidemment pas un instrument de musique, pas une personne. Il n'y a que moi qui contrôlais cette pièce. Personne n'y entrait. Et voilà. Donc ça aussi, c'était pour montrer d'autres formes de présence.
enfin de manifestation. Il y a l'auteur, comment il s'appelle Pierre Brune. Brune, voilà, exactement. Lui avait fait des expériences aussi, il obtenait des phrases, il posait des questions, et il obtenait des phrases, mais sur un magnétophone, il fallait repasser la bande à l'envers, et on entendait des fois « Maman, je t'aime ». Des phrases. Il y a beaucoup en réponse à une question posée. En plus. Il y a beaucoup d'approches. Moi, j'ai choisi de travailler comme ça, avec un dictaphone numérique à autodéclenchement. En général, on m'a dit plutôt, effectivement, prendre... Mais il y a des gens, des gens intuitifs, on dit intuitifs, moi j'appelle sensitifs, qui peuvent être des chercheurs physiques, qui disent, mais en fait, parce qu'on leur pose la question, on dit, comment tu as pu, avec ce qu'on avait de connaissance, comment tu as pu aboutir à ça? Je veux dire, il manque des choses, comment tu as trouvé ça? Il me dit, on me l'a dit, je ne sais pas comment, on me l'a dit. Et pas en rêve, dans ma tête, on me l'a dit. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, il s'agirait simplement, je dirais, d'une manière naturelle, sans artefact, sans outillage, d'avoir, je dirais, une manifestation aussi. Et c'est des gens qui, a priori, ne montraient pas de dons mnémoniques ou de choses comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. En fait, ce qui semblerait, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un s'est suffisamment posé la question, c'est-à-dire que ça lui trotte dans la tête, il va aux toilettes, il se lève la nuit, etc. Il a toujours ça dans la tête. Et bien le jour où il s'en débarrasse, qu'il prend des vacances, clac, la réponse arrive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait véritablement concentration mentale et lâcher prise. Et c'est au moment du lâcher prise que ça arrive. Voilà. Et ça paraît être la meilleure méthode, entre guillemets, naturelle. De même que quand vous mettez votre magnétophone, vous êtes obligé de le laisser et de passer à autre chose. Voilà. Mais ça, c'est le lâcher prise. C'est pour ça que j'ai refusé parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il faut plusieurs personnes et puis on enregistre. Moi, j'avais pas envie de me concentrer de cette façon. Je dis ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Je continue, si ça marche pas, j'arrête. J'ai fait de cette façon. Et c'est dire qu'il y a des résultats assez efficaces. Je pense qu'il y a une première étape de concentration, je ne sais pas si c'est de la méditation, il y a une première étape de concentration. Il faut vraiment penser le truc, chercher, penser. Et je ne sais pas si c'est de la méditation ou de la concentration, mais ça occupe l'esprit. Et à un moment, après, il faut, quand on sature, il faut arrêter, passer à autre chose et oublier. Le vide. Et c'est là que ça arrive, la réponse. Il faut avoir un petit côté obsessionnel à un moment donné aussi, d'être dans cette recherche-là et de passer effectivement Et plus on est dans cette recherche-là, intensément, plus il y a de résultats. D'où le fait que la conscience peut très bien intervenir. On va passer aux ovnis, à l'ufologie. Oui. Là, l'ufologie, je ne vais absolument rien vous apprendre. Vous êtes plus doué que moi, là, je sais que vous êtes plus au courant de tous les phénomènes. Si vous dites que c'est lié à la conscience, vous allez avoir des surprises. C'est quel dossier? CA. C'est-à-dire de ces dossiers que j'ai devant moi. Non, c'est le même que le premier. Ce qu'il y avait sur le côté, là. Diaporama. Diaporama. Ça prend un moment. Et là, il faut aller jusqu'à CA. Oui, mais il ne ça va doit pas être jusqu'à CA. C'est le deuxième, alors. En cliquant 2 fois, il risque de passer l'image. Il faut juste cliquer 2 fois si ça bloque. Top. Super. Voilà. On connaît. Alors, toujours d'un point de vue sociologique, hein, moi, Ouais. autre forme de présence, celle que vous connaissez très bien. Là, j'ai pris le tableau de Jackie Causan avec son autorisation. Parce que bon, c'était très bien fait, je n'avais pas raison de reprendre quelles sont les formes de présence. Là aussi, on peut dire que c'est l'appareil Dolly. Bon, c'est un peu facile l'appareil Dolly. Voilà, il y a tout un tas de formes qui sont là. On peut passer à la diapo suivante. Il y a des formes plus vivantes, on va dire, entre guillemets. Il y a des témoins en abondance. Tout ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des formes des autres. Toutes. Moi, je n'en ai pas vu encore. Donc, je n'ai pas pu en prendre en photo. J'ai bien demandé, j'ai lancé l'appel, mais je n'ai pas eu de réponse. Vous n'avez pas lâché prise. Ça doit être ça. En tout cas, si, j'ai vu quelque chose d'ancien, bizarre. Mais...
Voilà, on peut passer. Là. Bon, là, tout simplement, j'ai pris l'information synthétisée classique, qui est l'observation en France et par région. J'ai trouvé ces images, ces représentations sur le web. Alors, donc, le vert, c'est de 1980 à aujourd'hui, les observations qui ont été faites. Le rouge, c'est 1960-1979, et Antiquité en bleu. Et c'est bien inférieur probablement à tout ce qui a été recensé. Mais ça vous donne encore une autre représentation dans une autre catégorie de ce que signifient les autres. Déjà, on peut remarquer qu'il y a une corrélation entre la densité de population et la densité d'observation, selon les régions. Non? Plus il y a de gens, plus... Parce qu'il y a des chances d'avoir quelque chose. Là où il y a plus de densité, il y a plus de... Oui, oui. Parce qu'il y a plus de... Ah oui. Après, il y a plusieurs explications. On peut remarquer ça. Donc en France, depuis 1947, 4 millions de témoins d'apparition d'OVNI. Et à la limite, sous 5 millions ou 3 millions, on s'en fiche, c'est énorme de toute façon. Je veux dire, on ne va pas surtout discuter sur les chiffres. Il suffirait qu'il y en ait qu'un. Il suffirait qu'il y en ait qu'un, absolument. Après, le GEPAN, alors là, j'ai mis 5% des observations, à un moment donné, c'était beaucoup plus, ça varie. À Sciences et Vie, ils annoncent 15 à 20%. 15 à 20%. Moi, j'ai l'impression que je suis passé, il y a quelques années, c'était 25, là, j'ai vu 5, enfin bon. Il y a un certain nombre. Sciences et Vie avait fait une étude. Oui, on va dire ça toujours. Ils reconnaissent qu'il y a 15 et 20% qui n'ont aucune explication. Oui. Donc, vous voyez, si vous cumulez les observations des hommes, les observations de la TCI, de la transcommunication audio, de la transcommunication vidéo, plus ça, comment peut-on ne pas s'intéresser aux autres et dire, oh ben non. Et les crop circles. Les crop circles, ça c'est visible. Oui, mais là aussi c'est critiqué, c'est ambigu parce qu'il y a des gens qui disent on a prouvé des fois que c'était fait par les humains. Oui, c'est vrai, ça, tout le monde le connaît. Mais avant l'apparition des crop circles, il y a toujours des boules d'énergie qui passent. Pas systématiquement, à ma connaissance. Et puis les calculs. Oui, il y a des. Ça peut être le cas. J'avais vu une vidéo là-dessus, oui. Mais des fois, on a démontré que ça a été fait par. Malheureusement, ça a été fait par des humains. Oui, mais les présentations qui ont eu lieu dans des peintures bien avant montrent déjà le phénomène. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc là, quand même, les ovnis, on sait qu'il y a des témoignages faux aussi. Voilà, n'empêche qu'il y a toujours ce pourcentage. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, si on élargit un petit peu, selon l'ONU, 150 millions de témoins d'apparition d'OVNI ont été recensés dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. 3500 pilotes civils, ça je pense que les chiffres sont approximatifs, mais bon, parce qu'ils sont anciens et je pense que ça a dû évoluer encore depuis. Plus de 3500 pilotes civils et militaires à bord des observations d'OVNI. On ne peut pas dire qu'ils aspirent à passer pour des gens non rationnels et je pense qu'ils sont quand même, les militaires sont souvent assez crédibles. 120 000 témoignages ont été étudiés, 20 000 relatés des atterrissages d'OVNI, 3 500 photos d'OVNI sont répertoriées, 4 000 traces au sol d'activité d'OVNI ont été répertoriées. Donc cumuler tout ça depuis le début, ça pose des questions. On peut passer à la suivante. Donc, si vous voulez, à la question, oui, j'avais mis une petite illustration pour montrer l'impact, une autre façon de poser ces questions par la culture, tout simplement. Ce sont les films qui ont eu le plus de succès quasiment, de tout ce qui a été fait. Tout le monde les connaît, évidemment. On peut passer à la mis X-Files. Non, j'avais pas la place, mais j'aurais pu le mettre, mais si j'avais mis tout de façon exhaustive, ça risquait d'être un tout petit peu. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la question sommes-nous seuls dans l'univers, je ne sais pas si on peut encore se poser vraiment la question. Après, c'est compliqué. Et ça dépend ce qu'on appelle seul, si c'est incarné, si c'est conscient, si c'est là. Voilà. Parce que vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on parlait des ordres. Avec le niveau d'énergie, je dirais, qui n'est pas perceptible par l'œil, par exemple. Énergie minimale, puisqu'on se fait, etc. D'accord. Mais vous faisiez des fois des ponts en disant c'est quand même l'ufologie. Or, il faut remarquer que les niveaux d'énergie ne sont pas du tout les mêmes, parce que même si c'est un phénomène de conscience,
ça quand même, ça déboule sur des paquets d'énergie énormes, parce que ça laisse des traces au sol. On le voit, donc c'est matérialisé. Ça veut dire des niveaux d'énergie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut supposer de la conscience. Donc ça voudrait dire qu'il y a des interfaces quelque part qui servent d'amplificateurs. Parce que nous, avec nos rayonnements, on va dire, et puis nos ondes alpha et tout ça, on ne peut pas cumuler des énergies capables de comment dirais-je, de géométriser des engins pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Simplement, moi je fais dans la synthèse, là, parce qu'après, si on rentre dans le détail, effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Je suis tout à fait d'accord. À propos donc, de cette Sommes-nous seuls dans l'univers, il y a une petite question à poser, moi que je trouve intéressante. Notre galaxie, j'ai vu ça sur le web, notre galaxie compte environ 500 milliards d'étoiles, soit le nombre de riz qui contiendrait, à votre avis, dans une cabane de jardin, dans un gros camion ou dans une cathédrale de grande taille. Notre galaxie compte environ 500 milliards d'étoiles, soit le nombre de grains de riz qui tiendrait petit A dans une cabane de jardin, petit B dans un gros camion de 60 mètres cubes, petit C dans une cathédrale de grande taille. 2,67, c'est-à-dire un échiquier. Il faut me dire A, B ou C. Je sais pas. Faut calculer. Non, mais à peu près, c'est un grain de riz, 2 grains de riz, et puissance de 2 à chaque case. Dernière case, vous êtes à 2 puissance 64. C'est dans ces eaux-là. 500 milliards, quelque chose comme ça. Oui, alors ça contiendrait. Donc c'est petit. Le nombre de grains de riz qui tiendrait dans une cabane de jardin, dans un gros camion, dans une cathédrale de grande taille. 500 milliards. 500 milliards, ça. Cathédrale. Donc quand les gens se posent la question, c'est-à-dire on est un grain de riz dans une cathédrale. Donc, sachant qu'il y a en plus plusieurs dimensions. Comme là, parce que là on n'est pas dans notre dimension, dans ce qu'on a abordé. Est-ce que vous imaginez qu'on soit la seule forme de vie? Donc les grains de riz plus les dimensions dont on ne connaît rien, enfin on ne connaît rien. On commence à s'y intéresser, mais c'est énorme. Parce que là, vous parlez de dimension, tout à l'heure, vous parlez de planètes exogènes qui ont de l'eau, donc qui supposent en fait une matière carbonée, etc. Bref, la vie telle qu'on la connaît, éventuellement avec, je dirais, en connexe, je dirais les extrémophiles. Bon. La vie peut se développer sur des supports qui n'ont rien à voir. Mais c'est ça dont je suis en train de parler. Mais là, c'est même plus, là, c'est toujours dans notre dimension. Oui. Et là, c'est la frontière, c'est la zone orange. En plus, ça a d'autres dimensions. Alors là, si on passe de la zone orange à la zone rouge, là, ce qu'on a vu, puisqu'on le voit, c'est zone orange. Si on passe à la rouge, vous savez, il y a des verts, à l'intérieur, il y avait la zone orange et la zone rouge. Alors là, si on passe pas, on a tout à découvrir.